Épisode 408 des Technos, 22 juin de l'année 2023. C'est une saison qui s'achève petit à petit, les amis. Autant le savoir, j'y reviendrai dans un instant. Avant ça, saluons nos chroniqueurs du jour. Pour cet épisode, d'un côté, j'ai David. Salut David, en direct de Bangkok. Salut. Ça va bien, super, ça va bien. On l'entend bien en plus. Hein. Donc, de l'autre côté, j'ai Sébastien en direct de France. Pour l'instant, ça peut changer. De plus près, mais qui sait de quoi l'avenir est fait, monsieur. Oui, c'est ça. Et quant à moi, vous le savez, le quartier général à Bruxelles. À Bruxelles, voilà, capitale de l'Europe, évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Juste avant de commencer, petit message, petite communication de service. Nos futurs rendez-vous. Je tiens à vous le signaler, le prochain épisode aura lieu la semaine prochaine, ce sera le dernier de la saison, le 29 juin. Ensuite, nous passerons en mode été, en mode vacances. On va se reposer tous un petit peu, on va faire de larges pauses entre différents épisodes. Le 410 que nous enregistrerons et diffuserons au soir du 20 juillet. Ensuite, au mois d'août, l'épisode 411, ce sera le 17 août. Et notre rentrée de la saison 10 des Technos aura lieu le 7 septembre avec l'épisode 412. Donc, si j'en avais la possibilité, je vous confirmerais de qui fait partie de l'équipe, mais je peux pas encore vous le dire. Donc voilà. Mais il y en a, ce sont vos chroniqueurs habituels, n'ayez crainte. C'est bien de le faire comme ça. On ne dit pas toujours les dates d'enregistrement, etc. Ici, comme il va y avoir des pauses, je voudrais pas qu'on croie qu'on vous abandonne, etc. Il y a plein d'épisodes anciens à redécouvrir peut-être même des hors-séries ou des bonus dans la collection. Donc n'hésitez pas à les repiocher. Peut-être que vous avez loupé une semaine ou l'autre. C'est l'occasion de vous rattraper pendant l'été tranquillement, pendant vos vacances. Et n'hésitez pas à nous envoyer une petite carte postale virtuelle via les réseaux sociaux, puisque nous sommes également présents avec vous via Twitter, Mastodon, Facebook, Telegram, Instagram, Pic et Collegram. Voilà. Est-ce qu'on avait un truc à rajouter ? Je pense pas. Donc on peut passer à notre abécédaire. Je le signale ou je le rappelle. C'est une revue de presse qu'on vous propose durant une petite soixantaine de minutes. Et cette revue de presse technologique s'articule autour d'un abécédaire. Et on commence avec la lettre A. A comme Apple, David. Apple qui s'attaque à l'Union des fruits suisses. J'ai vu cette news aussi, ça m'a fait sourire. Et tu vas nous en parler. Oui, ça m'a fait sourire aussi, mais un sourire jaune, disons. Donc Apple a lancé une action judiciaire contre la Swiss Fruit Union, donc l'union des fruits suisses, visant à les forcer à changer leur logo qui est une pomme rouge avec une croix blanche pour illustrer le drapeau suisse. Mmh. Et ils ont modifié leur logo en 2011 pour marquer leur 100e anniversaire. Donc c'est une société qui existe depuis beaucoup plus longtemps qu'Apple. Ouais. Et les avocats d'Apple ont décidé que la pomme ressemblait trop à la pomme d'Apple. Alors bon, moi je ne trouve pas que ça ressemble autant que ça. Une pomme, ça ressemble à une pomme, ça c'est une chose. Mais je ne vois vraiment pas où la confusion pourrait avoir lieu ici. Et ce n'est pas la première fois, parce qu'il y a quelque temps, Apple avait attaqué une société qui s'appelle Prépire, qui avait une poire avec une petite feuille. Oui. Et sous menace judiciaire, ils ont été forcés de changer leur logo. Parce que face à Apple, soit on va au tribunal et on paye une fortune en avocat, ou soit on change le logo. Ça prend moins de risques, mais ce sont des méthodes que je trouve un petit peu un peu de voyou. Oui, c'est ça. Enfin, je trouve. Mais bon, on va revenir sur l'histoire de la pomme dans un instant. Ceci étant dit, je trouve que la pomme d'Apple enfin, peut-être que c'est parce qu'on en a l'habitude aussi, mais ressemble plus à une pomme que la cerise. Parce que je trouve que du coup ça ressemble à une cerise. Donc c'est la pomme de la société suisse. Petit rappel historique, et à mon avis Sébastien, qui est un peu la mémoire des technos, merci monsieur, qui s'en rappellera sans doute de l'épisode des horloges.
Exactement, c'est à ça que j'étais en train de penser pendant que David parlait. Rappelez-vous des horloges. J'ai préparé ça un petit peu. Ah, tu l'avais préparé en plus. Ah bah oui, quand même. 20 millions que Apple a dû payer aux chemins de fer fédéraux, donc ensuite au CFF, pour utiliser leur horloge. Rappelez-vous, l'horloge qu'utilisait Apple avait la même petite particularité, c'est-à-dire cette aiguille des secondes qui n'est pas totalement terminée. L'aiguille des secondes, il y a une boule rouge et puis plus rien après. En fait, dans le chef de la société des chemins de fer suisses, c'était pour rappeler les petites plaquettes qu'ont les chefs de gare sur les quais, vous voyez, qui élèvent une petite plaquette sur les quais. En Suisse, ils ont une petite plaquette, comme une petite raquette en somme. Et l'idée, c'était de rappeler ça. Ça faisait des dizaines d'années, évidemment, que ces horloges suisses, en l'occurrence, tournait et fonctionnait sur tous les quais de gare helvétiques. La marque à la pomme s'en est saisie pour, je sais plus dans quel cadre, c'était sur l'iPhone. Pour l'icône de l'application horloge sur l'iPhone. C'est ça, ouais, c'est ça. Et donc, ils s'en étaient saisis. Et donc, ça n'avait pas beaucoup plu à nos amis suisses. Et donc, du coup, pour pouvoir l'utiliser, Apple a payé 20 millions de francs suisses à la société en question. Donc peut-être que là il y a un retour de bâton, une vengeance, un retour de bâton, par rapport à cet épisode horlogesque. Moi, ce qui m'étonne, et je voudrais l'avis d'un juriste là-dessus, donc si vous connaissez en droit de propriété intellectuelle, laissez un commentaire dans les notes du podcast, ça m'intéressera vraiment de savoir. Tant que cette coopérative fruitière ne se met pas à vendre des ordinateurs ou des téléphones ou de la musique en ligne, ce sont deux domaines d'activité complètement différents, et donc un tribunal devrait dire ok, mais tant qu'Apple ne vend pas des pommes et que l'autre ne vend pas des ordinateurs, il n'y a pas de confusion possible. D'autant qu'il y a un précédent. Il y a un précédent avec l'FM de disque. Apple. Exactement, c'est ce que j'allais dire, et vous en avez parlé la semaine passée en plus avec Benoît, si je me... La firme de disque des Beatles, qui s'appelait Apple, et qui avait, c'est-à-dire on voit encore sur les disques vinyles, le centre, c'était d'un côté le côté pot, et puis de l'autre côté, la face B, c'était la pomme mais coupée en deux avec les pépins au milieu, le côté jaune en gros. Et donc c'est resté un problème très très longtemps jusqu'à l'arrivée d'iTunes. Les Beatles ne sont rentrés que très tard dans le catalogue Apple, après avoir lancé l'iPod et ensuite l'iPhone, parce qu'il y avait ce litige qui a je sais pas comment ils s'en sont sortis en l'occurrence pour arriver à trouver un équilibre. Voilà, bon, ça c'est encore une autre histoire. Ceci étant dit, merci d'avoir pointé du doigt épinglé ce truc. C'est vrai que c'est un peu mesquin, cette histoire de logo. L'histoire de la poire, je m'en rappelais aussi. Est-ce qu'elle n'était pas aussi un petit petit peu croquer la poire comme la pomme d'Apple. C'était quand même une volonté de copier le et la feuille au-dessus était stylisée. Oui, là c'était un peu plus discutable. C'était un peu plus discutable. Oui. Donc voilà, ici, en l'occurrence, très honnêtement, côté pomme, je trouve que celle, avis tout à fait personnel, la pomme d'Apple, ou la pomme d'Api d'ailleurs, me semblait plus une pomme que la cerise de la coopérative fruitière, qui par ailleurs peut-être aussi fait des cerises, j'en sais rien. Maintenant, la question que je me pose, oui. Est-ce qu'ils vont pas un jour attaquer la ville de New York ? Oui, parce par que exemple, c'est aussi le symbole de la ville de New York, la pomme. Oui, mais alors la pomme, je pense qu'elle est utilisée dans tous les, enfin dans une quantité industrielle. Interdire l'Ancien Testament. On pourra. Oui, c'est ça, c'est interdit. Donc non, mais enfin voilà, je trouve ça à notre époque. Enfin, c'est l'époque qui veut ça, je crois. C'est comme ça. Guillaume Tell. Guillaume. Oui, tu ne peux plus, c'est terminé, tu ne peux pas avoir un MacBook Pro sur la tête, et enfin bref. La lettre C comme seal, vous savez, c'est les trucs qu'on a dans les yeux. Sébastien, c'est un robot qui est capable de poser vos extensions de cils. Ça me fait peur. J'espère bien qu'on ne les a pas dans les yeux, mais juste au-dessus des yeux. Dans les yeux. Oui, enfin, non, mais j'ai été inspiré par Benoît. J'écoutais le podcast de la semaine passée hier pour vous donner un
un petit bout de ma vie et j'ai été inspiré par Benoît qui parlait de broderie. Je me suis dit tiens, et j'avais vu cette news cette semaine et j'ai appris des tas de choses au fait sur les extensions de cils. Donc la news c'est quoi? C'est effectivement un robot peut remplacer le geste d'une esthéticienne, sans être sexiste, c'est souvent une esthéticienne qui pose une extension de cils. Alors déjà je connaissais pas le principe des extensions de cils, mais ça consiste à écarter très patiemment tous les petits poils qu'on a là au bout des paupières, aller prendre un petit morceau de cils pour en coller un autre plus long dessus et faire ça sur chacun des cils et puis couper à la même longueur pour avoir des cils plus longs que les cils naturels. C'est une start-up qui s'appelle Loom, L-U-U-M, je sais pas si on dit Lume ou Loom, je vais pour Loom, qui a conçu ce robot avec des caméras et des bras mécaniques. Alors, pour ce faire, il faut évidemment être couché. On nous ferme la paupière avec de l'autocollant et tout. Et le robot vient au-dessus de nous et le robot a deux groupes de bras mécaniques qui sont indépendants les uns des autres. Il y en a un vers l'avant du visage et un vers l'arrière du visage. Celui vers l'arrière du visage, il a deux petites pinces qui permettent de sélectionner un cil à la fois. Et celui à l'avant, il va chercher dans une espèce de boîte plastique où on a rangé tous les faux cils, le cil de la bonne taille et de la bonne longueur et de la bonne épaisseur, et il va le coller sur le cil naturel de la personne. Quels sont les avantages d'après les patientes qui ont essayé? D'abord, après avoir surmonté un peu leur appréhension bien naturelle d'aller se faire triturer les yeux par des bras mécaniques, mais ça va à peu près 2 fois plus vite que quand on le fait manuellement cil par cil, et pour à peu près 3 fois moins cher, parce que moi c'était la nouvelle de la semaine, des extensions de cils, ça coûte $150 et des dames s'en font, certaines dames s'en font, enfin peut-être des messieurs aussi, que sais-je, mais jusqu'à 2 fois par mois, donc c'est quand même un sérieux budget, $300, donc 300 € à peu près pour le moment par mois. Donc si on peut diviser ça par 3 et gagner la moitié du temps, enfin gagner accéléré par 2 fois, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est encore un exemple, hein, on parle beaucoup d'IA, etc., de ce qu'il y a moyen de faire en computer vision maintenant, puisqu'il y a des caméras extrêmement précises pour aller voir au niveau du cil, et puis la précision des moteurs, c'est impressionnant aussi, l'épaisseur d'un cil, c'est pas grand-chose. Donc voilà, j'étais impressionné par cette news. Tout ça pour avoir un regard de biche. Parce que finalement, c'est ça revient à ça. Hein, c'est voilà, papillonner des yeux. Bon, ok. Ceci étant dit, technologiquement, on est d'accord que si on est capable de poser des cils, on est capable de faire un tas d'autres trucs peut-être plus intéressants. Enfin, chacun verra hein, c'est ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas, mais peut-être d'autres choses du même ordre, d'aussi précis, mais alors en même temps... Des implants capillaires par exemple, c'est aussi précis, c'est aussi important. Merci David. Non, je pensais à je sais pas, dans le domaine médical par exemple, ou que sais-je, mais j'ai pas d'exemple qui me viennent comme ça en tête. Donc, si vous avez des idées d'où cette technologie pourrait rendre des services très utiles, plus utiles que poser des cils ou des implants capillaires, parce qu'apparemment ils ont aussi des machines pour faire les ongles, hein, d'après ce que j'ai pu voir dans la vidéo. Ils sont spécialisés là-dedans, quoi. C'est la même start-up. En tout cas, ils sont pas pour créer de l'emploi. C'est clair que c'est pas leur truc, quoi. Si vous lisez l'anglais, je vous ai mis un lien vers un article du Washington Post où j'ai vu ça, qui est gratuit. D'habitude, le Washington Post est payant. Oui, mais il faut s'inscrire. J'étais pas inscrit. Ah, il faut s'inscrire, d'accord. Et il y a une vidéo qui montre l'appareil en action. Il y a un petit reportage de, je crois que c'est NBC, MSNBC, qui a fait un reportage sur ce sujet aussi. C'est assez amusant à voir. Oui, en même temps, c'est rigolo. Voir un robot fonctionner, c'est toujours rigolo. Par contre, la pauvre dame qui est en dessous et qui doit pas bouger pendant 15, 20 minutes, 30 minutes, quelque chose comme ça, moi, ça me ferait peur. On passe à la lettre G. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que t'imagines le truc qui s'emballe, et puis c'est n'importe quoi, tu sors avec des porc-épics à la place des yeux. GPS. On va parler de GPS, puisqu'on est à la lettre G, David. Les rayons cosmiques pourraient être une alternative, paraît-il, au GPS. Tu vas nous expliquer ça. Tout à fait. Donc c'est un système alternatif au GPS. Il faut savoir que les GPS, ce sont des satellites qui sont en orbite basse et ils ont le désavantage, c'est que les ondes radio ne passent pas à travers les murs et ne passent pas en sous-sol. Donc un GPS fonctionne bien à l'extérieur, fonctionne
éventuellement à l'intérieur, à proximité d'une fenêtre, et encore ses limites, mais il faut pas espérer aller dans une grotte, aller sous l'eau ou aller même dans sa cave et être localisé. Et ici, le système permettrait de rendre ça possible. Donc le système s'appelle MuWNS. Donc c'est Muometric Wireless Navigation System, et ça se base sur des muons. Et les muons, ce sont des particules qui sont créées quand les rayons cosmiques entrent dans l'atmosphère terrestre. Et c'est une pluie qui est constante. Donc une pluie de particules constante, et les muons ont la particularité, c'est qu'ils peuvent passer à travers la matière solide. Le système consiste en fait d'avoir 4 stations de référence. Donc le test qu'ils ont fait, c'est dans un bâtiment. Au 6e étage, il y a 4 stations de référence qui détectent les muons des rayons cosmiques. Et il y a alors l'appareil qui fait la localisation, qui lui communique avec ces 4 stations de référence, et lui mesure les muons où il est. Et apparemment, ça fonctionne pas trop mal. Ils ont réussi à faire du tracking assez précis dans la cave, dans le sous-sol du bâtiment, là où ils ont testé. On parle d'une précision qui serait entre 2 et 25 mètres. 25 mètres, c'est pas génial, mais 2 mètres, c'est tout à fait acceptable, et très comparable au GPS, en tout cas pour la version grand public. La version militaire est nettement plus précise. Et apparemment, on pourrait descendre à plus de 100 mètres de profondeur. Je trouve ça très intéressant parce que ça va permettre de pouvoir faire des localisations dans des caves souterraines, dans des grottes. Il y a régulièrement des accidents, des spéléologues qui se trouvent coincés dans des grottes. Il y a eu en Thaïlande il y a quelques années, c'était une équipe des jeunes, d'une équipe de football qui se sont fait enfermer pendant je sais pas combien de temps, c'était plusieurs jours. C'est une donc ça a beaucoup d'applications, quoi. Il y a plein d'applications possibles, mais c'est juste une découverte. Enfin, pour l'instant, c'est encore au niveau de l'étude, quoi. C'est pas encore. Il n'y a pas d'intention de rendre en tout cas dans l'immédiat, un produit en remplacement ou concurrent du GPS actuel. Ou je me trompe. J'ai pas lu l'article, donc je peux pas. Mais ici, c'est un proof of concept, donc les appareils sont massifs, les appareils sont probablement absolument hors de prix, et ce n'est pas un système qui est global, donc ça veut dire qu'il faut placer 4 stations de référence ou plus dans un endroit à moins de 100 mètres d'où on veut explorer. Donc c'est vraiment pour des applications bien spécifiques. Donc on ne peut pas dire qu'on met en place ce système-là de manière mondiale. Non, c'est mis en place, par exemple, au-dessus d'une mine, ou alors peut-être dans l'océan, un bateau qui a les 4 stations et qui permet de faire du tracking en dessous de l'eau. Des choses comme ça. D'ailleurs, c'est une technologie qui avait déjà été utilisée pour détecter des structures solides à l'intérieur de la grande pyramide de Giza. D'accord. Ils avaient déjà utilisé les muons pour ça. Donc, une remarque. Pardon. Oui, une remarque de la part de Seb peut-être, ou pas, ou... Oui, rien sur les muons, parce que j'ai rien à dire sur les muons, mais juste sur un abus de langage de dire GPS. GPS, c'est le système américain, le terme générique, c'est la navigation par satellite, et il y a un système européen aussi, qui s'appelle Galileo, qui est en service, pendant que David parlait, j'étais vite cherché, il y a 28 satellites en service, c'est supporté sur tous les smartphones depuis 2017, enfin sur la plupart des smartphones depuis 2017, donc GPS, c'est le système américain, et puis un système européen aussi, qui s'appelle Galileo. Voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas un système russe également, en tout cas en 2000? Oui,
Il y a un système russe, il y a un système chinois. Le système chinois, c'est Baidu, je pense qu'il s'appelle. Il y a des satellites japonais également, et je pense qu'il y a aussi des satellites indiens. Donc il y a plusieurs. Et les applications GPS et les GPS. Moi, je suis fan de drones. Les GPS de drones sont multisystèmes et on peut choisir trois constellations de satellites en simultané, ce qui veut dire qu'il peut utiliser des satellites GPS américains, des satellites Galileo et des satellites Baidu en même temps et améliorer le traçage en combinant les informations de satellites de pays différents. Ok. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Si vous avez des questions supplémentaires chez vous, n'hésitez pas à les poser ou à éventuellement explorer différentes pistes, puisque nous mettons, comme toujours, dans la description de chacun de nos épisodes, nos sources. C'est une revue de presse, donc forcément, vous avez la possibilité d'aller lire vous aussi les articles et peut-être d'aller un petit peu plus loin et d'explorer un peu plus encore le domaine dont on vous parle ici avec David. La lettre I comme IA, il se passe pas une semaine, depuis maintenant janvier, je crois, où il n'y a pas au moins une fois l'IA qui est au moins évoquée, et des fois dans plusieurs sujets d'un épisode. C'est comme ça, c'est l'époque qui veut ça, et à mon avis ça va encore durer un petit temps. On va parler d'IA avec Sébastien, on va parler d'Europe qui tente effectivement de réguler l'intelligence artificielle, parce que tout d'un coup il y a une espèce de prise de conscience, Sébastien, des dangers économiques, sociaux, psychologiques peut-être même aussi, par rapport à l'intelligence artificielle. Les États-Unis innovent, la Chine copie et l'Europe régule. Voilà. C'est le catchphrase du moment, le leitmotiv du moment. Oui, il y a une prise de conscience, et merci ChatGPT qui est sorti donc fin de l'année passée, on est en 2023, donc fin 2022, parce que maintenant mon papa, ma maman, des journalistes comprennent ce que c'est et le potentiel, là où avant c'était quelque chose réservé plutôt aux spécialistes. Et ça a vraiment agi comme un catalyseur. C'est vraiment l'application clé qui fait que maintenant ça rentre dans les mœurs, et plein de gens voient le domaine du possible, en sachant que ChatGPT c'est qu'une partie de ce qu'il y a moyen de faire avec de l'IA. Oui. Les robots dont je parlais avant, c'est de l'IA aussi, mais on ne le présente pas comme IA. Bref, l'Europe veut se doter d'un arsenal législatif pour encadrer l'usage de l'IA, et je pense personnellement qu'ils ont bien raison, et le Parlement européen a voté un premier jet d'un texte sur lequel il travaille depuis plus d'un an déjà, plus de 2 ans, 1 an et demi déjà, qui doit encore être adopté par différentes instances européennes. Je ne suis pas spécialiste du droit européen, et évidemment, in fine, par les différents États. Ce qui est intéressant dans le vote qui ne date pas de cette semaine, qui date de la semaine d'avant, mais comme personne n'avait pris le sujet dans l'épisode de la semaine passée, je me suis permis de le remettre sur le métier cette fois-ci. En gros, il catégorise 3 types d'usages. 3 types d'usages d'AI. Là où il n'y a pas de risque, là où il y a un risque acceptable, et là où limité, et là où il y a un risque tout à fait unacceptable en anglais, inacceptable en français. Donc pas de risque, c'est Spotify qui me propose la musique, ou Netflix qui me propose un film basé sur ce que j'ai regardé avant. C'est déjà de l'intelligence artificielle. Amazon, tous les vendeurs, Spotify, Netflix utilisent ça depuis des années. C'est pas ça qui met ma vie en danger, qui va changer ma vie. Dans ta ce cas-là, culture peut-être. Il y aura rien à faire. Je pense même pas qu'il faut déclarer qu'on utilise l'IA dans ce cas-là. J'ai pas été dans tous les détails parce que c'est 100 pages, je l'ai pas dit. Mais donc il faut quand même prendre du temps pour lire ça. Donc j'ai lu les résumés qu'il y a eu à plusieurs endroits dans la presse. Dans tous les cas, il faudra quand même dire qu'il y a dans tous les cas, il faudra quand même dire qu'on a utilisé de l'IA, surtout dans les cas d'IA générative, ce qu'on utilise et ce qu'on voit maintenant partout, les Stable Diffusion, les GPT, que ça soit pour un chat, pour générer des images, générer de la musique, par exemple. Il faudra informer aux consommateurs que le contenu a été généré. Et tant qu'on parle de la catégorie des IA génératives, s'assurer évidemment que les systèmes ne peuvent pas générer du contenu illégal ou offensant. Enfin, c'est les mêmes techniques de modération globalement que pour les réseaux sociaux. Deuxième catégorie, un risque
plus haut, où là il faudra faire une déclaration et s'assurer qu'on respecte une espèce de charte de qualité. Par exemple, tout ce qui concerne le transport, il cite l'aviation, les jouets, le système médical évidemment. C'est également les catégories telles que l'identification biométrique, l'opération, la maintenance d'infrastructures critiques, pensez aux réseaux de distribution d'électricité, aux centrales nucléaires, des choses comme ça, l'éducation, l'emploiement, le recrutement, par exemple les CV qui sont scannés automatiquement par des IA, il y aura des guidelines à respecter. En fait, c'est toutes ces choses qui peuvent impacter notre vie. Là où le choix de Netflix ou la proposition de Netflix n'impacte pas ma vie, si mon CV est rejeté par une IA, j'ai le droit de savoir que c'est une IA qui l'a fait et j'ai le droit de savoir pourquoi. Même chose pour les cas d'immigration, par exemple, de recherche d'entrée aux frontières. Enfin voilà, l'interprétation de la loi. Donc ça, c'est high risk. Et puis, il y a les cas inacceptables qui seront a priori interdits, sauf, évidemment il y a un sauf pour des gouvernements dans des missions qui leur sont légitimes. Et évidemment, on nous resserre la lutte contre le terrorisme, la pédopornographie, etc. Mais globalement, c'est qu'on parle de quoi là ? On parle de manipulation cognitive, donc génération d'informations fausses en masse. On parle du social scoring, quelque chose dont on a déjà parlé dans les technos, qui se fait en Chine. Donc, attribuer des points à des gens selon leurs comportements sociaux et qui pourraient influencer ce à quoi ils ont accès ou ce à quoi ils ont droit. Et tout ce qui est reconnaissance d'individus en temps réel et en temps direct, où l'identité de la personne peut être vérifiée. Donc des caméras de surveillance en rue qui ne font pas que compter les gens, mais vraiment aller mettre une identité. Ah, ça c'est Sébastien, ça c'est Marc ou ça c'est David. Là c'est unacceptable, donc interdit pour les sociétés privées. Malheureusement, ils ont laissé quand même un petit mais dans certains cas à portée des gouvernements. Donc à voir ce que ce texte va devenir. C'est intéressant de voir qu'il est là déjà. C'est déjà probablement une chose. Ouais. C'est le premier au monde. Hein. Il y a personne d'autre qui a régulé sur l'IA jusqu'à présent. Il est loin d'être adopté. Il y a encore un parcours juridique au sein des institutions européennes. Et puis l'adaptation dans les textes de loi nationaux. Les caméras de surveillance à Paris lors des Jeux Olympiques posent un problème déjà de risque inacceptable, sauf que c'est le gouvernement évidemment qui est à la manœuvre. et donc il y a déjà là un petit coup de canif dans le contrat entre guillemets, parce qu'il y a avec des arguments pour dire mais il va y avoir trop de monde, on va pas pouvoir gérer tout la sécurité avant tout, et voilà. Et donc c'est déjà, on en trouve une porte qui est quand même un petit peu dangereuse. Enfin pas qu'un petit peu d'ailleurs, elle est très dangereuse. Et donc déjà là on voit que l'importance de ce genre de texte, il faut pas traîner quoi. C'est parce que tout ce qui sera acquis entre guillemets, ce sera chaque fois dans ce texte des exceptions, etc. Et ça risque quand même de poser pas mal de problèmes. Moi déjà au niveau des risques zéro dont tu parlais au départ, de dire oui les propositions sur Spotify, YouTube, machin, etc. Ce serait pas beaucoup de risques. Moi je trouve qu'il y a quand même un risque culturel. Derrière qui n'est pas anodin, quoi qu'il en soit. C'est le fait que si on ne contrôle pas un minimum la manière dont ces intelligences artificielles fonctionnent, à un moment donné, on va se retrouver uniquement avec certains produits culturels d'une certaine tendance ou à l'exclusion de tout autre, et ça peut induire du coup des risques, ce qui est dans les hauts risques ou même dans les inacceptables, hein, ça touche à ça aussi. Donc à mon avis, des passerelles entre les différents niveaux de risque devront à un moment donné exister, quoi. On peut croiser ça avec une news qui a été partagée sur la veille techno, les canaux de veille techno des technos cette semaine. Je crois que c'est toi qui l'avais partagé, Marc, d'IA qui, j'ai perdu le fil de mes idées, qui génère des scénarios, ou des scénarios de séries ou des choses comme ça pour faire des séries qui sont les plus acceptables ou les par exemple plus candidates à être un succès. Non, c'était de la musique, voilà. Et la musique aussi, oui, mais tu as raison, ça existe. En 1 minute ou 3 minutes,
si c'est un tube ou pas. Mais donc c'est un espèce de nivellement par les bas. Je me disais, ok, si ça fait pas un tube, ça pourrait être intéressant artistiquement. Mais si des boîtes de disques rejettent ça. Donc bon, l'info, en gros, hein, c'est l'idée, c'est d'avoir une intelligence artificielle qui écoute de la musique et qui dit ça c'est potentiellement un tube, ça ne l'est pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en plus de ça, l'intelligence artificielle a été éduquée, élevée avec tout ce qui a fait tube, de ABBA à Georges Brassens en passant par Mozart, et donc va faire un mélange de tout ça en disant qu'est-ce qui est un tube et à quoi, quels sont les critères du tube. Si on le savait, les firmes de disques ne produiraient plus que ça. Et si cette intelligence artificielle fonctionne, les firmes de disques ne vont proposer que ça. Donc voilà, excite la chanson à texte, excite enfin tu vois tout un pan de la culture, parce que la chanson à tube, en gros, ça représente 1% de la production. Et c'est pas la plus intéressante, c'est juste la plus commerciale, c'est tout. C'est la partie industrielle de la musique, on va dire. Mais voilà, c'est très intéressant. Je sais pas ce qu'en pense David. Tant que le texte n'est pas voté, n'est pas en application, aujourd'hui, la porte est ouverte et c'est freestyle pour tout le monde. Donc, voilà. C'est pour ça que je disais qu'il faut... Tout ce que ça peut faire, c'est refermer certaines portes, mais c'est un petit peu tard. Oui, peut-être. Enfin, oui, tard. Oui, peut-être. Mais en même temps, c'est tellement rentré maintenant dans l'esprit du public, etc., que c'est peut-être aussi le moment de porter le texte. Puis bon, le politicien est un être humain comme un autre. Mais de toute façon, les gouvernements se réservent le droit de faire ce qu'ils veulent, et c'est d'eux que je me méfierais en premier. Donc. Voilà, oui, moi, ça va pas changer grand-chose. Il y a autant des gouvernements que d'hommes d'affaires comme Elon Musk et autres, ou des maisons de disques, par exemple, ou de Spotify. La sécurité et le terrorisme auront bon dos, évidemment, bien sûr, pour nous faire avaler plein de choses. Voilà. C'est super motivant. On se sent tout qui aurait du coup ça. C'est super, youpi, tralala. Passons à la suite, ça va être chouette. On va parler de Microsoft. David, avec Windows, qui a une fonction de redémarrage d'urgence qu'on ne connaissait pas, et c'est toujours intéressant à savoir, surtout avec Windows. Pardon, David. Oui, ce n'est pas une news qui est nouvelle, mais je suis tombé sur l'article cette semaine-ci. Moi, je suis un grand utilisateur de Windows depuis fort longtemps, et je ne connaissais pas, honnêtement, cette fonction-là, qui est une fonction de redémarrage de dernier ressort, un redémarrage en urgence. Il faut savoir que parfois Windows ne veut pas faire de shutdown, donc il se bloque et il tourne en rond, et il ne veut pas il veut pas redémarrer, il veut pas s'éteindre. Et en général, ce qu'on fait, on dit, tu veux jouer au plus fort, pas de problème, je débranche l'électricité et tu redémarreras. Mais ça cause des problèmes parce que éteindre un ordinateur sous tension, ça peut créer de la corruption au niveau des disques. Donc ce n'est pas une bonne idée du tout. Non. Et cette fonction, en fait, qui est une fonction entre guillemets cachée, pour y accéder, il faut faire CTRL-ALT-DELETE. Donc pour avoir l'écran où on peut verrouiller l'ordinateur, et en bas à droite il y a un bouton Power qui permet de redémarrer l'ordinateur de manière normale, et en fait il suffit tout simplement de cliquer dessus en appuyant sur le bouton contrôle en même temps. Donc contrôle, clique sur ce bouton-là. C'est là l'astuce, parce que le Alt Control Delete, tout le monde le connaît, je pense. Mais le contrôle plus le bouton qui est propre à Windows 10 d'ailleurs, je pense, et Windows 11, parce que ça n'existait pas avant. C'est depuis Vista apparemment que ça existe. Déjà, ok, d'accord, ok. Mais je ne sais pas s'il était au même endroit pour Vista. Mais en tout cas, je l'ai testé sur 10 et 11, donc ça fonctionne. Il y a un message d'avertissement qui demande de confirmer pour un redémarrage immédiat en disant que toute donnée non sauvegardée sera perdue. Il ne va pas essayer de laisser les process se terminer proprement. Il va les tuer et il va redémarrer. Et puis, il y a un petit message qui rajoute n'utilisez cette fonction qu'en cas de dernier recours. C'est la dernière chance, quoi. Le dernier recours. Ok. Donc voilà, je trouvais ça intéressant parce que ça arrive assez souvent. mais la machine se grippe, se grippe. Tu vois, c'est assez souvent. Et ce qu'on fait, et ça arrive sur les laptops également. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton Power pendant 10 secondes pour le forcer à s'éteindre. Ce n'est pas
ce n'est pas génial. Je connais beaucoup de personnes dans ma famille, des clients qui ont eu des ordinateurs, des Oui, Windows puis on peut avoir un redémarrage, comment ça s'appelle encore, un redémarrage, j'avais le terme en tête, je l'ai oublié du coup. À froid, un cold start. Oui, non, le redémarrage sans tous les pilotes, les machins, etc. Comme on avait avant. En safe mode. En mode sans échec. Voilà, c'est ça, le mode sans échec, ça m'a toujours fait rire, parce que si on redémarre en mode sans échec, c'est il y a un échec quelque part, hein, il y a un truc qui se passe. Donc, enfin voilà, on a toutes cette panoplie de problèmes qui surviennent. Bon, après, ça dépend ce qu'on fait avec son ordinateur aussi, hein, si on installe des cochonneries, on risque d'avoir des problèmes de cochon, quoi, ça c'est clair. Personnellement, j'ai un Mac, j'ai jamais eu ce type de problème, mais si ça existe, si la fonction existe, autant s'en servir dans les cas extrêmes, évidemment, comme tu le disais. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. Non, je pensais quand tu dis que j'ai un Mac, oui, ça plante aussi un Mac. Oui, ça peut planter, mais moi j'ai jamais eu de plantage au cas où. Oui, mais des trucs comme ça, mais jamais eu de hard reboot à faire ou des trucs comme ça. J'ai jamais dû tirer la prise, quoi. Personnellement, hein, voilà. Ouais, sur des kernels free, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. On parle d'une fois tous les 2 ans, 3 ans. Bon, voilà. Un petit truc à rajouter, un truc que je trouve extrêmement agaçant sur Windows, c'est l'USB. Et on a un disque dur externe qu'on branche sur l'ordinateur et on veut le débrancher. Donc on va sur le petit bouton pour l'éjecter et il dit « je ne veux pas l'éjecter parce qu'il y a un programme qui l'utilise ». Et t'as beau tout chercher, t'as beau tout fermer, il ne veut pas l'éjecter. Et qu'est-ce qu'on fait ? On dit « tu veux jouer au plus fort ?» Pouf, on tire le câble. Mais là non plus, ce n'est pas une bonne idée sur les disques externes. C'est qu'également, on peut avoir des corruptions de données dans ce cas-là. Ça serait sympa d'avoir une fonction Windows, une éjection USB de dernier ressort. Ça, je trouverais sympa. Ceci dit, dans ces cas-là, n'est-il pas préférable d'éteindre ou de rebooter de manière classique la machine, et une fois qu'elle est éteinte, de tirer la prise. Il y a moins de risques à ce moment-là, puisqu'on est supposé, en s'éteignant, fermer tous les services les uns après les autres et n'être pas en train de travailler sur le disque ou de venir une autre. C'est l'idéal, oui. Mais quand on a 4 écrans comme moi et qu'on a une centaine de tabs ouverts dans tous les sens, faire un shutdown pour débrancher un USB et redémarrer, c'est la moitié de la journée. Il faut tout redémarrer, tout réouvrir après. Voilà. Il faudrait un petit programme il reste 24 heures sur 24 et je trouve pas ça très acceptable. Il faudrait un petit programme, mais tu vas nous pondre ça vite fait bien fait, hein, qui grabe tous tes trucs ouverts, machin, etc., et qui te fait un petit batch. Et comme ça, quand tu relances après, tu relances tout dans l'état dans lequel c'était initialement. Tu vois. Oui, aussi simplement, on avait un kernel Unix ou Linux, on pourrait savoir quel est le process qui est en train d'utiliser des fichiers sur ce volume-là. Et c'est juste celui-là. Chrome a déjà une fonction. Donc, si l'ordinateur a été éteint, si Chrome a été fermé de manière forcée, au redémarrage, il propose de réouvrir les fenêtres. Et alors, ce qui arrive, c'est que moi, j'ai été sur YouTube, j'ai ouvert un tab, un autre. En fait, en arrière-fond, j'ai 10 trucs YouTube, et quand je redémarre et que je dis réouvre tous mes tabs, il se met à jouer toutes les vidéos en même temps. Ah oui, ça c'est embêtant. On peut pas tout avoir. Il démarre tout en même temps. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cette question. Maintenant, vous savez comment faire correctement un hard un Alt Control Delete. La suite du Alt Control Delete, vous l'avez maintenant. Ne le faites pas maintenant. Juste comme ça, je dis ça au passage. On n'a pas fini. Il reste des lettres dans notre abécédaire, comme la lettre P, comme piscine. Sébastien, on va parler du fisc qui utilise, là encore, l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle commence déjà à nous coûter du pognon, si je comprends bien. C'est bien ça, mais on en avait déjà parlé, je crois que c'est moi qui en avais parlé dans les technos il y a plusieurs mois quand ils avaient annoncé le projet. Donc le projet c'était de prendre des images de satellites de la France et que le fisc français ferait une analyse automatique, donc par une intelligence artificielle entraînée, mais donc une analyse algorithmique automatique de ces images-là pour détecter les piscines dans vos jardins et croiser ça avec le registre
cadastre pour savoir qui a déclaré sa piscine, puisque quand on a une piscine, non seulement il faut une demande d'autorisation pour les piscines de plus de 10 mètres carrés, on est vite à 10 mètres carrés, mais il faut payer une petite taxe aussi quand on a une piscine en France. Et donc, suite à l'ouverture faite par le gouvernement, et on en retombe à ce qu'on disait au schéma précédent, dans le sujet précédent, le gouvernement français a voté une loi qui permet l'analyse automatisée des traitements de données à des fins de verbalisation. Ils ont fait ça pour les Jeux Olympiques, on en a parlé tout à l'heure, mais le fisc s'est engouffré dans la brèche en début d'année en disant voici notre premier cas d'utilisation et on va développer cette IA. Cette IA a été développée en collaboration avec une société de services, 24 millions d'euros à peu près. Le coût, on peut négocier, enfin on peut argumenter, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, mais première passe sur le jeu de données, 120 000 piscines non déclarées ont été trouvées, là où ils estimaient entre 80 000 et 100 000, donc dans le meilleur des cas, ils sont à plus de 50% par rapport à l'estimation, dans le pire des cas, seulement 20% par rapport à l'estimation. Montant des redressements qui sont envoyés aux propriétaires, à peu près 50 millions d'euros, juste pour cette année, c'est-à-dire que le système a été payé et même doublement payé en une seule année, sachant qu'ils vont continuer de l'utiliser évidemment pour tous ceux qui continuent de construire des piscines et d'oublier de les déclarer. Voilà l'IA très pratiquement dans nos vies. Ceci dit, on ne creuse pas, j'imagine, 120 000 piscines par an en France. Donc voilà, c'est ça aussi. Mais en fait, l'intelligence artificielle fait d'une manière automatique ce que les fonctionnaires faisaient déjà avec Google Maps et autres, ou avec les images satellites officielles peut-être. Mais à plus grande échelle, de façon beaucoup plus systématique et beaucoup plus rapidement. Voilà. Et si vous avez un truc dans le jardin qui ressemble à une piscine, mettez une bâche bleue juste pour c'est ça. Vous pouvez aussi déguiser votre piscine en autre chose, je sais pas. Une bâche verte. Je sais pas, oui. Tu vois, je sais pas. On fait, tu vois, paraît-il, des chars gonflables pour faire comme si on avait beaucoup de chars, tu vois, sur les champs de bataille, etc. On pourrait imaginer un tracteur gonflable qu'on met au-dessus de sa piscine. En plus de ça, ça ferait un jouet sympa pour les enfants, un tracteur gonflable. Donc voilà, ça prendrait toute la place dans la piscine, mais c'est pas grave. Au moins comme ça, on payera pas de taxes. Voilà. Si c'est une piscine couverte, est-ce qu'il y a une taxe aussi ? Ah, bonne question, voilà, c'est ça. Probablement, puisqu'il y a le bâtiment autour. Maintenant, celle-là va être peut-être plus difficile à détecter. Peut-être que... Ceci dit, ils comptent étendre le système. Dans un des 2 articles qu'on vous a mis dans les notes du podcast, ils expliquent ça, qu'ils vont rechercher tout type de construction non autorisée ou non déclarée. Parce que si ça se trouve, la taxe sur les vérandas est plus élevée que la taxe des piscines. Bah oui, donc si tu as une véranda au-dessus de ta piscine, ça peut te coûter doublement cher. Donc, les extensions à l'arrière de la maison. Oui, c'est ça. On fait la cuisine. Oui, alors après, il y a aussi des gens qui construisent n'importe comment ou n'importe quoi, n'importe où. Voilà, il y a des prescriptions urbanistiques à respecter. C'est pas toujours bienvenu non plus, parce que du coup, ça exclut pas mal de types d'habitations. On a déjà parlé ici d'habitat léger, par exemple, où il y a vraiment un besoin et un intérêt de la part du public, et dans pas mal de localités, même si le principe de l'habitat léger est quelque chose de compris par les États en France ou en Belgique, par exemple, c'est encore au niveau local que ça coince un petit peu, parce que vivre dans une tiny house ou une yurte, manifestement, ça a tendance à énerver la personne qui a payé cher et vilain ses briques et son béton. Donc voilà. Mais ça va évoluer, il faut pas s'inquiéter. Ceci étant dit, voilà, c'est encore un exemple de ce que l'intelligence artificielle est capable de faire pour la société. Bon, je vais laisser ça en suspens, chacun jugera. On passe à la lettre S comme SAP, David, un disque dur volé retrouvé en vente sur eBay. Un disque dur volé dans un data center de chez SAP, justement. C'est bien ça. Et en fait, il y a eu 4 disques durs volés et un des 4 qui a été retrouvé sur eBay. Apparemment, SAP a des problèmes de sécurité au niveau de leur data center. Donc, il y a une erreur, il y a une partie, c'est erreur humaine et c'est des procédures qui ne sont peut-être pas tout à fait au point. Apparemment, il n'y a pas de vérification de ce que les personnes qui rentrent et sortent du data center transportent sur eux. Un data center, le data center de SAP est considéré comme étant un
un lieu à haute sécurité. Apparemment, les disques durs avaient été déplacés du data center dans un autre bâtiment moins sécurisé, dans le headquarter, donc dans le quartier général de SAP, et c'est là qu'ils ont été volés. Un des disques a été acheté sur eBay par un employé de SAP, et ils ont pu confirmer que c'était bien un des 4 disques durs volés, qui contenait toutes des données personnelles de plus de 100 de leurs employés, plus tout un tas d'autres informations probablement, mais l'article ne le précise pas. Et voilà, ce n'est pas. Les 3 autres sont toujours dans la nature, on ne sait pas où ils sont. Et ça m'a fait penser parce que on voit ça assez souvent, des ordinateurs de société qui sont décommissionnés et qui sont revendus en seconde main. Et parfois, les disques durs contiennent toujours toutes les données. Ça n'a pas été effacé. Il y a beaucoup de données confidentielles qui fuitent de cette manière-là. Voilà, donc c'est encore un rappel. Ouais. On se rappelle de ce que faisait Google, hein, une fois que les disques étaient considérés comme déclassés, ils avaient un système avec des griffes qui, d'abord il y avait un four magnétique pour démagnétiser le disque en lui-même, et puis il y avait un système de griffes qui venait complètement arracher le disque et en faire des petits morceaux qui étaient remélangés avec d'autres disques, etc., pour éviter de pouvoir. C'était juste complètement impossible à reconstituer. Juste une toute petite parenthèse pour ceux qui vivraient sur une autre planète et qui ne savent pas ce qu'est SAP, c'est un éditeur de logiciels spécialisé, je pense, dans la maintenance, la sécurité, enfin des choses ainsi. C'est plutôt la gestion d'entreprise, tout ce qui est gestion de paye, de personnel, de stock, de processus de fabrication, ce qu'on appelle un ERP, Enterprise Resource Planning. C'est ça, voilà. Mais ça fait des tas d'autres choses aussi, ils ont acheté plein d'autres choses, et voilà, c'est une des plus grosses entreprises logicielles en Europe, parce que c'est originalement... C'est originalement, c'est là que sa capitalisation est supérieure à Volkswagen, par exemple, donc c'est grosse boîte. Sinon, pour la petite histoire, une histoire que j'ai connue, c'était à l'époque où je travaillais dans les télécoms, mon patron avait un ordinateur portable Dell qui est tombé en panne, donc il l'a envoyé sous garantie pour le réparer, et ils ont remplacé le disque, et ils lui ont renvoyé son laptop, et quelques mois après, il a reçu un coup de téléphone d'un gars qui lui a dit j'ai envoyé mon ordinateur Dell en réparation, je l'ai reçu et apparemment j'ai votre disque dur dans mon ordinateur. Et donc il avait ses emails, il avait toutes les informations, etc. Et c'est comme ça qu'il a su le contacter. Et le gars était honnête et il l'a contacté. De la chance. Dire qu'il était il aurait pu être prêt à lui rendre le disque dur, mais c'est pour dire que des choses comme ça existe. Bien sûr. Et pour tout ce qui est un petit peu sensible, il faut absolument encrypter les disques avec un mot de passe avant le boot, que si l'ordinateur est volé, c'est une brique en quelque sorte, et que les données ne soient pas volées. Avec les dernières versions d'OS, je pense Windows 10, Windows 11, du côté macOS aussi, est-ce que par défaut nos contenus ne sont pas mieux protégés que dans le temps, dans le sens où qu'on a quand même un login, un password, etc. Est-ce qu'il y a Je peux répondre pour les Mac, non, il faut activer File par défaut. Tu as demandé par défaut. Par défaut, oui. Il faut activer File Vault, qui est le nom Apple pour le chiffrement que David vient d'expliquer, où tu rentres un mot de passe avant le boot. Ce mot de passe sert à générer une clé de chiffrement, et c'est cette clé qui va rester en mémoire pendant que l'ordinateur est allumé, qui permet de déchiffrer les données du disque. Donc, si on a le disque mais sans la clé, c'est pas une brique, on peut toujours l'utiliser comme un disque, David. Et ça prend des ressources. On peut toujours le reformater et l'utiliser mais on ne peut pas accéder aux données qui sont dessus. Ouais, mais par contre, ça prend des ressources à l'écriture et à la lecture. Il y a du temps de CPU. Alors, est-ce que c'est le CPU ou est-ce qu'il y a des coprocesseurs? Très peu. Les CPU maintenant ont des fonctions d'encryption hardware. Donc c'est vraiment très performant. Il me semble avoir lu quelque part, alors peut-être que je me trompe et peut-être qu'un auditeur me contredira, ou vous-même, il me semble qu'il y avait un souci justement, parce que le monde dans lequel je vis, on fait pas mal de vidéos et d'enregistrements vidéo, etc., et que ça pouvait poser des problèmes de débit, justement sur l'encodage de vidéos quand on copie une vidéo, quand on encode une vidéo, par
exemple une vidéo 4K, etc. Et que Dans le passé, c'était le cas. Poser problème. D'accord. Mais avec les processeurs modernes, nettement moins. Ici, par exemple, pour donner une idée, sur mon ordinateur ici, bon, c'est un Intel 13e génération, il a un débit d'encryption et de décryption AES de 23 gigas à la seconde. Donc, c'est nettement supérieur. Largement. Même à un NVMe PCI Express 5, c'est plus rapide. Okay. Sinon, pour Windows, non, ce n'est pas actif par défaut non plus. C'est BitLocker là sur Windows. Oui. Et activer BitLocker sur Windows, mais sans mettre de mot de passe avant le boot, n'est pas si sécurisé que ça, parce que si l'ordinateur est volé au complet, en fait, il déverrouille automatiquement le disque quand il démarre. Donc, si on veut vraiment être sécurisé, il faut mettre le mot de passe avant le boot. Voilà. Je peux encore rajouter un tout petit truc, je sais qu'on est long sur ce sujet, mais la semaine passée, je parlais avec quelqu'un qui travaille dans des data centers d'un des GAFAM, d'un cloud justement, et il m'expliquait que quand ils doivent rentrer dans les salles machines, vraiment là où il y a les cages, les racks, pour provisionner un serveur, donc aller le mettre dans un rack, aller l'enlever, etc., ils passent par un SAS comparable au SAS d'un aéroport, un scanner, ils rentrent sans téléphone, sans porte-clés, sans rien, pour qu'il n'y ait pas de clé USB qu'on puisse brancher sur une machine et extraire des données, et ils repassent en sortie aussi pour vérifier qu'ils ont rien dans les poches, donc on n'a pas pris un disque dur qui se retrouverait sur eBay plus tard. Donc il y a des process qui coûtent de l'argent évidemment, parce qu'il faut des gardes de sécurité et machin. Faut pas faire confiance à son personnel. Faut pas faire confiance. En tout cas, son personnel doit se soumettre à des mesures de sécurité pour éviter ce genre de mésaventures. Ok. Le dernier data center où j'ai été, c'est comme ça aussi. Il y a un SAS et je pense qu'il y a une balance. Donc il prend le poids quand on rentre et le poids quand on sort. Et donc si t'as pris du poids, il faut déclarer. Si tu vas faire pipi. Mais si tu ressors avec 10 kilos en plus qu'en entrant, là il y a un souci. Garde de sécurité est censé te questionner. Oui, c'est ça. Mais si tu as perdu du poids, là par contre, on envoie le système d'hygiène. C'est fait pipi dans les coins dans le data center ou quoi. Enfin bref. On a fait le tour de la question sur ce sujet-là, mais c'est un long sujet, mais en même temps c'est intéressant parce que ça peut toucher à peu près n'importe qui en fait. C'est pas que dans ce cas-là, comme vous l'avez expliqué vous-même. Allez, dernier sujet de cet épisode. S comme sous-marin, c'est pas le sujet le plus drôle de cet épisode puisque les informations qu'on a reçues juste avant l'enregistrement ne sont pas non plus les plus rassurantes qui soient. On parle bien sûr de cet équipage, ce sous-marin parti explorer le Titanic et qui est porté manquant depuis maintenant quelques jours. Et là, ça commence quand même à poser pas mal de questions. Malgré ça, on avait envie de vous en parler avec entre autres Sébastien parce qu'il y a un aspect technologique autour de ça aussi et des questions qui se posent par rapport aux technologies utilisées. Sébastien. Oui, je voulais pas le prendre sous l'angle de l'actualité puisqu'on enregistre les podcasts et on ne sait pas le développement qui va y avoir dans les jours qui viennent, donc je vais pas parler de ça. Je crois que c'est un sujet sur lequel on a envie de parler tous les trois. David l'avait épinglé également, donc n'hésitez pas à compléter aussi. Ce qui m'a marqué cette semaine d'abord, c'est que ça existe, qu'on puisse payer $250,000 pour aller voir le Titanic. Déjà ça, boups, j'avais pas la moindre idée. Et puis il a commencé à sortir dans la presse toute une série d'articles qui expliquaient la technologie de ce sous-marin. Donc c'est un petit sous-marin de 7 mètres sur 3, je cherchais mes notes, qui est propulsé par 4 moteurs électriques et qui avance à peu près 4 km/h pour descendre donc jusqu'à 3800, 4000 mètres, là où se trouve le Titanic. La porte est verrouillée de l'extérieur, avec 17 gros boulons, et ne peut s'ouvrir que de l'extérieur. Donc les gens qui sont dedans dépendent entièrement de l'extérieur pour pouvoir en sortir, même quand le sous-marin revient à la surface. Il y a un hublot, on en parlait entre nous avant d'enregistrer l'émission, mais qui ne sert pas à voir très très loin, puisque même avec des projecteurs, on ne voit qu'à 1 mètre, tu avais dit, Marc. Ça dépend un peu des circonstances, mais apparemment, oui, en gros, un gros mètre de distance. Après, ça dépend quel est l'obstacle qu'on est en face de soi, mais on se rappelle un peu des images de James Cameron qui avait tourné autour du Titanic, qui avait exploré. Voilà, c'est un peu dans cet esprit-là. On découvre les choses quand on est déjà très proche de l'objet, en fait.
Et comme David l'a expliqué, les signaux de navigation satellite, les GPS, ne pénètrent pas dans l'eau, donc il n'y a pas moyen, le système ne peut pas se piloter par lui-même, et on peut pas le rechercher non plus. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il y a eu plein de questions levées au niveau de la construction, déjà, donc il y a plusieurs années, et un problème d'homologation également, puisqu'il y a des tas de gens qui et notamment un ancien employé qui a levé des doutes sur la solidité du bidule, sur la solidité du hublot, sur les choix techniques qui avaient été faits. Le système n'a pas été homologué pour être un sous-marin. Alors je suis pas spécialiste des homologations de sous-marins, mais on doit enregistrer les plans, les designs et autres comme un avion, je suppose. C'est au niveau national quand on est sur les eaux, dans les eaux nationales d'un pays, et ici il se trouve que l'épave est dans les eaux internationales, donc il y a un vide juridique. Un peu amusante, malgré qu'il y a quand même la vie de 5 personnes en villa, c'est que le poste de pilotage pour piloter les moteurs, c'est un joystick Logitech qui vaut $70 sur le site de Logitech, dont on a remplacé les petits boutons, les deux petits boutonniaux qu'on utilise pour faire bouger les gens, les gens dans les jeux, par des trucs plastiques un peu plus élevés qui ont l'air de sortir d'une imprimante 3D. Si vous regardez la vidéo du podcast Les Technos là maintenant, vous voyez, Marc a mis la photo du truc, et on se dit ça fait un peu cheap quoi, c'est pour amener 5 personnes quand même à 4000 mètres pendant plusieurs heures. Est-ce qu'on aurait confiance de monter là-dedans? Voilà, donc maintenant que toutes ces histoires ressortent à la surface, au moins les histoires remontent à la surface, si je peux me permettre un jeu de mots, c'est un peu effrayant de voir qu'on emmène des gens dans ce genre de choses. Ils font signer une décharge, c'est pas pour rien. Voilà, pour se couvrir en cas de problème. Ils se réfugient aussi sur le fait que, comme je le disais, ça se passe dans les eaux internationales, donc en dehors de toute juridiction, si ce n'est la juridiction internationale. Mais là aussi, manifestement, s'il fallait passer tous les tests, que ce soit américain, canadien, enfin n'importe quel autre pays, cet appareil n'aurait pas répondu complètement aux normes de sécurité en l'occurrence. Pour l'histoire du hublot, j'ai lu quelque part, où je l'ai entendu, je ne sais plus, il est homologué pour descendre à une certaine profondeur, mais là on joue entre guillemets sur la marge d'erreur, enfin de responsabilité, parce qu'il y a toujours des marges autour de ça, et donc là, on va au bout de la garantie, si je puis dire, ce qui est déjà un coup de canif dans le contrat. C'est un peu, il y a déjà du danger de ce côté-là. Je trouve ça assez étrange, ce genre de choses. En même temps, il y a des scientifiques qui manifestement qui leur font confiance, parce que dans les 5 personnes à bord, il y a deux scientifiques. C'est un petit peu comme les voyages vers l'ISS. Hein. D'ailleurs, c'est très comparable. On est aussi dans 2 milieux très hostiles à l'être humain et très extrêmes. C'est que pour financer des voyages de scientifiques, on prend aussi des touristes. Là, en l'occurrence, c'est un père et son fils qui ont payé le billet pour le voyage. Et la 5e personne, c'est le CEO de la boîte elle-même, je pense. C'est 2 scientifiques, dont un français, le CEO de la boîte, et un homme d'affaires pakistanais et son fils de 19 ans. Donc, voilà, c'est étrange, c'est tout ce que vous voulez, mais voilà. En même temps, les explorateurs étaient tous un petit peu, sont tous un petit peu zinzin. Quand on regarde, quand on regarde avec toute la réserve et la sécurité qu'on a pu mettre autour, dans quoi ont voyagé les gens qui ont été sur la Lune. Rappelez-vous Apollo 13 et ce qui aurait pu être un drame en bout de course. Enfin, tout ça avant, ou même plus longtemps. Voilà, c'est ça. Donc ça pose plein de questions, mais en même temps on se dit quelque part c'est pas totalement anormal non plus. Enfin, on a difficile un petit peu à comprendre ça. Si ça avait été du tourisme à l'état pur, j'aurais trouvé ça très très malsain, parce que c'est quand même un cimetière sous l'eau, le Titanic. Il y a un respect quand même à avoir par rapport à l'histoire et aux gens qui ont péri dans cet accident, quoi. Donc voilà. Je sais pas ce qu'en pense David de cette technologie, parce qu'on va revenir un peu dans le mode technologique, quoi, sur le coup.
Moi, j'avais épinglé la manette qu'ils utilisaient, qui est une manette Logitech sans fil, donc une manette à $30, où ils ont mis des petits sticks imprimés en 3D dessus. Oui. Donc ça fait pas très très professionnel de voir ça. Non, mais en même temps, on sait très bien quand on voit comment les gamers s'en servent, on peut se dire que c'est résistant. Voilà, c'est parce qu'ils vont pas non plus faire des trucs fou avec leur manette. Hein, mais en même temps, oui, c'est pas non plus de la technologie. On va dire, c'est pas ce qu'on va rencontrer dans la technologie militaire ou avec toutes les précautions d'usage qu'on prend, de résistance à l'eau, de résistance au feu, etc. Bon, quelqu'un a considéré que c'était suffisant. Quand on voit le matériel, pour reprendre encore l'exemple des drones, il y a des sticks qui sont de nettement meilleure qualité et il y a moyen de faire oui, sans doute. Un contrôleur. Je veux dire, pour le prix que leur a coûté le sous-marin, je comprends pas qu'ils n'ont pas développé leur propre boîtier de contrôle. Oui. Maintenant, pour ce qui est de prendre un risque pareil pour rester dans dans un tube en métal avec une vision à 1 mètre, c'est même pas comme s'ils pouvaient sortir du sous-marin en combinaison de plongée pour aller explorer, c'est absolument impossible. Je trouve ça vraiment un risque. Voilà. C'est un risque que ils savaient ce qu'ils risquaient bien sûr, faisant le voyage. C'est ce que j'ai dit, ils ont signé une décharge, donc ils savaient. On les a pas mis un revolver sur la tempe. Parce que je peux comprendre que pour des raisons scientifiques, quelqu'un a envie de voir de ses yeux et peut-être parce que je pense que le scientifique français avait des propositions à faire au CEO de la société, justement par rapport à un bras extérieur et un panier pour récupérer justement des objets et ainsi les remonter à la surface. On a déjà remonté beaucoup de choses à la surface, mais ce scientifique en l'occurrence s'intéresse beaucoup à toute cette faune, enfin tout l'aspect biologique qui tourne autour de l'épave, qui bouffe. C'est assez impressionnant. Je pense que c'est un nombre de kilos de métal et d'objets tous les jours qui sont bouffés par la vie sous-marine. C'est assez impressionnant et avant que tout ne disparaisse, ils voulaient récupérer certains éléments pour pouvoir les analyser. Donc voilà, il y a une portée scientifique derrière aussi. C'est pas juste du voyeurisme, quoi. C'est pas juste pour se la péter comme on l'a pu le voir dans l'autre sens vers l'espace il y a pas tellement longtemps avec d'autres personnes richissimes. On a fait le tour de la question, je pense. Si chez vous avez des remarques. Oui, vas-y, je t'en prie. Oui, l'autre point que je trouve dingue, c'est cette histoire du boulonnage de l'extérieur. En fait, même si le sous-marin remonte à la surface, s'il n'arrive pas à le localiser, les occupants vont mourir étouffés parce qu'ils n'ont aucun moyen de sortir, même s'ils sont à la surface. Et ça, je trouve ça aberrant. Ça me ferait paniquer, moi, personnellement. C'est le genre de truc que être confiné dans un espace si restreint. Normalement, le voyage dure 8 heures. Hein. L'idée, c'est ça. On descend et on reste un peu et puis on remonte. Il faut à peu près 45 minutes par 1000 mètres pour descendre. Et à peu près la même chose pour monter, parce qu'en plus, il faut respecter les paliers de décompression, etc. Donc, il y a 3800 mètres de profondeur. Donc, vous faites le calcul. Le voyage, voilà, c'est une petite excursion de 8 heures. Là, ils ont passé plus de 4 jours dans ce cylindre qui, voilà. On lira les informations après l'enregistrement pour savoir où ça en est, vous aussi sans doute. Et donc, si on a dit des bêtises et que il n'y a pas de confirmation ou des confirmations, etc., après l'enregistrement de ce podcast, ne nous en veuillez pas. On a fait avec l'actualité, les informations qu'on avait à notre disposition ce jour même, 22 juin 2023 à 21h30, plus ou moins. On a terminé avec cet épisode. N'hésitez pas à nous envoyer des pouces sur YouTube, des étoiles dans les applications de podcast. Les applications de podcast, souvent c'est des étoiles pour noter les podcasts, peut-être un commentaire, pourquoi pas, ou sur notre site lestechno.be. Vous êtes les bienvenus également. La semaine prochaine, dernier épisode de la saison avec 2 autres chroniqueurs, même peut-être plus. Je sais pas, on va voir. Il se passe toujours un petit truc. Le dernier épisode de la saison, c'est toujours un petit peu particulier. On me fait des surprises, donc moi maintenant, je me méfie un petit peu. Mais ça risque d'être rigolo et peut-être un peu plus léger que ce dernier sujet. On l'espère aussi. On se dit donc, David et Sébastien, à très bientôt. Peut-être cet été, je ne sais pas encore. Quoi qu'il en soit, passez de bonnes vacances et on se dit du coup à très bientôt.
T'as raison de le signaler, il y a encore des trucs. Moi, je voyais la liste, elle n'était pas finie. Il y a des informations en bonus. On va revenir. On va revenir, c'est sûr. On est peut-être même déjà de retour avec le bonus. Donc, à très bientôt. J'ai envie de vous dire ça comme ça.